regardez cette carte pour bien situer le Venezuela. On est donc sur le continent sud-américain, pas très loin des côtes américaines. Donc, capitale de ce pays, Caracas, 28 millions d'habitants. Ça n'est pas un petit pays. Criminalité endémique et l'un des pays les plus dangereux au monde. Et donc, je le disais, très proche géographiquement des États-Unis, ce qui pose un gros problème à Donald Trump. Écoutez. Not accurate. No, it's false. Non, il n'y a pas de bombardier au Venezuela, ce n'est pas vrai. Mais nous ne sommes pas heureux avec le Venezuela pour beaucoup de raisons. La drogue notamment. Mais ils nous envoient aussi leurs prisonniers depuis des années sous l'administration Biden. Mais c'est terminé désormais. Ça fait 4 mois qu'aucun immigré illégal vénézuélien n'est entré aux États-Unis. Tout le monde pensait que c'était impossible, mais nous l'avons fait. Alors Magali, je vais commencer avec vous. Il nie la présence de bombardiers, mais on sait qu'il y a effectivement des bombardiers américains qui ont survolé notamment les eaux internationales. Et puis surtout, donc il déploie un porte-avions, Donald Trump, qui est le plus gros porte-avions, je crois, de la flotte américaine. Il s'attaque donc de façon globale au cartel de la drogue. Oui, il s'attaque au cartel de la drogue. Alors on a vu ces vidéos où l'armée américaine pulvérise des bateaux qui transportent en effet des cargaisons de drogue. Et donc il y a quand même plus de 40 morts sans qu'il y ait officiellement de légalité internationale, on a envie de dire, à ce genre de frappe. Mais Donald Trump est en guerre contre les cartels qu'il a décrété organisation terroriste. Il a promis aux États-Unis, aux Américains, à son électorat pendant la campagne de protéger les frontières, de les protéger contre la drogue. Et alors c'est vrai que le Venezuela est devenu finalement le point sur lequel se focalisent tous les regards. Et c'est vrai que vous le disiez, il y a certainement beaucoup d'autres arrière-pensées de Donald Trump derrière, de lutter contre la présence de la Chine. On a vu sur la fiche d'identité que vous faisiez tout à l'heure, l'importance des réserves de pétrole aussi qu'il y a dans le pays. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, il y a quand même cette idée que maintenant Donald Trump veut reprendre le précaré américain que constitue finalement l'Amérique latine dans son esprit. Le continent géographique américain. C'est sa sphère d'influence. On a changé d'époque, c'est vraiment et les États-Unis veulent maintenant rétablir leur influence dans tout le continent. Et c'est vrai qu'au-delà de la guerre contre les cartels, ce qu'on se demande, évidemment, c'est si Trump ne joue pas véritablement le changement de régime en se disant qu'en mettant cette pression maximale sur le Venezuela, le régime honni de Maduro va tomber comme un fruit mûr. Alors justement, on va revenir là-dessus avec vous, Sylvia, parce qu'on s'est demandé évidemment ce que pesait le Venezuela. Et effectivement, il a quand même Nicolas Maduro, le président du Venezuela, dans le viseur, Donald Trump. Oui, effectivement, les États-Unis réclament son arrestation. Il est mis à prix entre guillemets. Donald Trump l'accuse de diriger un régime narco-terroriste. Selon le rapport annuel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, c'est l'UNODC, le Venezuela se classe plutôt comme un pays de transit, plus qu'un grand producteur de cocaïne. Selon un rapport de 2021, environ 200 à 250 tonnes de cocaïne transiteraient chaque année par le pays. Cela représente à la fois les quantités saisies par le pays, mais aussi les autres qui échappent aux autorités. Pour vous donner une petite idée, en 2003, au niveau mondial, il faut savoir que 3708 tonnes de cocaïne ont été produites. 2023. Alors, selon différents rapports, 60 à 80% de la drogue produite en Colombie passerait par le Venezuela, mais d'autres pays comme le Panama, le Honduras, sont aussi des pays par lesquels transite la drogue. Et alors, que dit le Venezuela de son côté, justement ? Regardez ce que dit le président vénézuélien. Regardez, il dit: le Venezuela est un pays sans production de feuilles de coca, sans production de cocaïne, et nous allons réussir à éliminer à 100% le passage d'un minuscule 5% du trafic de drogue provenant de Colombie. Ça, c'est ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse. C'était le 15 septembre. On va la voir, ces images où il brandit lui-même un document, des chiffres, justement, de regarder ce document-là de l'Agence des Nations Unies contre la drogue. Et en gros, voilà ce qu'il dit: seul 5% de la production de drogue en Colombie est acheminée vers le territoire vénézuélien, vers les îles des Caraïbes, l'Europe, tandis que 87% le serait via les routes du Pacifique. Ce que ne contredit pas d'ailleurs l'agence onusienne dans son rapport de 2020.
2025 a publié cette carte que je vous ai remise là-bas, où l'on voit en effet que le Venezuela n'est concerné que très partiellement par ces routes sur le continent américain, et c'est effectivement du côté pacifique que se concentrent les principales voies. Au Venezuela, une grande partie de la drogue, en tout cas, elle part par des voies maritimes, via des ports comme ceux de Puerto Caballo. On va le voir, il est juste à côté de Caracas, c'est l'un des plus importants ports du pays, mais aussi par avion, par bateau, qui transportent la drogue à destination de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'entre 2020 et 2023, le Venezuela figure bien parmi les principaux pays par lesquels des cargaisons de cocaïne interceptées dans le monde entier transitent. Et puis, autre chiffre que je vous donne, les quantités de drogue saisies par le Venezuela représentent 1,9% de la quantité mondiale de la cocaïne saisie en 2023. Ah, effectivement, ce sont des chiffres qui sont carrément édifiants. Merci beaucoup. Merci Sylvia. Et bonjour à Gaspard Estrada, qui est politologue, spécialiste de l'Amérique latine et membre de l'unité du Sud global à la London School of Economics. Merci beaucoup d'être avec nous. Question très simple, puisqu'on a vu les accusations notamment de Donald Trump envers Nicolas Maduro. Il est complice ou il est organisateur de ces cartels, Maduro? Tout dépend des versions. Il est clair que les États-Unis ont mis sa tête à prix, et justement en le désignant en tant que leader d'une organisation mafieuse et terroriste. De mon point de vue, il n'y a pas d'élément pour dire que Nicolas Maduro soit le dirigeant d'un cartel des drogues. Néanmoins, il est clair que beaucoup de drogues, et ça a été déjà rappelé, transitent par le Venezuela, même si il me semble aussi que l'explosion de la drogue, en fait de l'usage de la drogue aux États-Unis ces dernières années, est beaucoup plus due au fentanyl, qui ne vient pas d'Amérique du Sud, qu'à la cocaïne qui, elle, allait antérieurement aux États-Unis et au Canada, et qui va aujourd'hui beaucoup plus en Europe. Et c'est pour ça que je pense que l'argument américain pour cette intervention est très fragile. Alors, je vois que Elisabeth Shepard acquiesce quand vous parlez, parce que c'est vrai qu'on s'est tous posé la question, et on a très vite parlé de prétexte sur cette intervention américaine. La drogue fait des ravages aux États-Unis, Elisabeth, mais pas. Enfin, la cocaïne en fait des ravages, c'est oui, mais aujourd'hui, c'est le fentanyl. Voilà. Et ça vient pas de Venezuela. C'est pas la frontière mexicaine, à la limite, on peut avoir des arguments pour dire c'est un passage de transit de drogue, mais Venezuela, oui, ça contribue. C'est pas la question, mais ce n'est pas le point noir de l'usage ou de la vente de drogue aux États-Unis. Il ne vient pas de Venezuela, mais depuis qu'il est élu, et comme disait Magali, il a nommé comme terroriste, enfin il a mis l'étiquette terroriste sur ses cartels. Donc déjà depuis le début, il a dans le viseur le Venezuela pour beaucoup plus de raisons que simplement la drogue. Mais l'étiquette terroriste, quand ils disent que Sylvia nous disait tout à l'heure, Bertrand Galichet, qu'il dit, attendez, je vais reprendre un régime narco-terroriste. D'employer le mot terroriste, ça permet de légitimer, parce qu'il y a évidemment un problème de droit là-dessus. Il est en train de détruire des embarcations. On a vu les images que nous décrivait tout à l'heure Magali, complètement en dehors de tout droit quelconque, quoi. Absolument, et c'est effectivement à la fois un argument politique et un argument juridique. Alors juridiquement, c'est assez faible, mais le fait d'accoler le mot terroriste au mot narcotrafiquant, ça permet de créer au fond l'illusion d'une menace pour les États-Unis d'Amérique, et dire, ben voilà, si nous intervenons, c'est aussi parce que les narcotrafiquants sont potentiellement des terroristes. Alors, c'est pas complètement faux. Dans tous les régimes terroristes et dans tous les milieux de cartels de trafiquants de drogue, il y a des liens, on le sait, c'est vrai, pas seulement en Amérique du Sud, mais c'est vrai aussi au Moyen-Orient, c'est vrai à peu près partout, voilà, en Afrique. Donc, on sait très bien qu'il y a une réalité. Mais Trump, en fait, de quoi a-t-il besoin? Eh bien, il a besoin d'expliquer ce qu'il fait à son électorat. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que effectivement, le fentanyl ne vient pas pour l'essentiel du Venezuela ou de la Colombie voisine. On sait très bien que ce n'est pas l'essentiel du sujet, mais pour les Américains qui voient sur les trottoirs de San Francisco, de New York, de San Diego ou d'ailleurs des gens qui sont complètement défoncés par ces drogues-là, ils ne font pas forcément le lien entre la provenance de la drogue et l'action menée
par Donald Trump. Donc il y a une légitimation finalement de son action, au-delà, et peut-être en reparlera-t-on, des buts cachés, réels ou supposés. On va en reparler bien évidemment. Amiral Coldefi, juste une question. On nous pose cette question. Trump a-t-il le droit? De fait, il n'a pas le droit d'aller bombarder comme ça sans aucun mandat de quoi que ce soit. Non. Utiliser un porte-avions, des bombardiers, utiliser l'armée américaine pour aller faire la guerre au cartel, ça dit quoi aux marins que vous êtes, vous? Il y a deux choses. Il y a le droit de la mer. Ouais. Qui est bien circonscrit, la piraterie, les traites humaines, les radios illicites, et puis quoi, enfin, le refus de nationalité. Dans le cas de la drogue, il faut l'accord du pays, de l'État du pavillon, ou une non-réponse. Ça, c'est la partie drogue, c'est-à-dire les bateaux qu'on voit. Ouais. Il y a une deuxième partie qui est l'acte de guerre. Quand on bombarde un autre pays, c'est un acte de guerre. Donc il n'y a aucun droit international qui permet de bombarder un pays. Donc il n'a pas le droit. Une question quand même, alors peut-être que vous allez pouvoir répondre, Vincent. On se pose la question peut-être très naïvement, mais on a tous vu des films, lu des bouquins, etc. Pourquoi l'élimination de ces bateaux-là n'est pas faite par des forces spéciales, des services secrets, discrètement, etc. Je veux dire, là, ils déploient un porte-avions. Oui, ils prennent le moins de risques possible. C'est toujours la même stratégie américaine, c'est-à-dire qu'on préfère envoyer un drone ou un missile plutôt qu'employer des forces spéciales avec le risque de pertes humaines, etc. Après, la CIA, elle est sur le terrain quand même. Alors, la CIA, elle est sur le terrain. Il y a eu Maduro a dénoncé un coup d'État raté l'année dernière, en octobre de l'année dernière. En plus, la CIA, elle avait monté ce coup d'État en 2002 qui avait moyennement réussi contre Hugo Chavez, puisque Hugo Chavez avait repris le pouvoir quelques mois après. Donc la CIA, elle est très présente. Elisabeth pourrait mieux en parler que moi, parce qu'il y a notamment son histoire familiale qui en témoigne. Effectivement, c'est une zone très suivie par la CIA. Non, je voulais rajouter une dimension politique intérieure américaine à cette affaire-là. C'est que le vote latino aux États-Unis, c'est 36 millions d'électeurs. Ce sont des gens qui sont très choqués par la politique de répression de l'ICE, etc. Ce sont des gens qui sont souvent très anticommuniste, parce qu'il y a le vote cubain, d'ailleurs qui est représenté par Marco Rubio, dont la famille a émigré de Cuba en 1956, donc qui non seulement est opposé au castrisme, mais aussi au bolivarisme, dont Nicolas Maduro est aujourd'hui le représentant. Et ça joue énormément, parce que c'est le moment de Marco Rubio. C'est le moment de Marco Rubio, qui est l'aiguillon au sein de l'administration américaine dans cette offensive contre le Venezuela. En fait, ce qui est incroyable, c'est que tout est fait sans aucun complexe, de façon totalement ouverte et quasi transparente, si j'ose dire, et totalement assumée surtout. Donc, il est déroutant de ce point de vue-là, Donald Trump. Mais il est déroutant, mais en fait, ça s'inscrit dans une histoire américaine. On oublie assez vite, je crois que c'était 83, le Grenade, et en 89, Noriega au Panama pour à peu près les mêmes raisons. On avait dit la drogue, et puis bon, il y avait d'autres raisons là derrière. Mais cette partie du monde a toujours subi des interventions américaines. On peut penser aussi l'école des Amériques, où le CIA formé justement pour renverser ces gouvernements. On n'est pas au Panama ni oui, mais il en fait dans beaucoup d'autres pays dans le passé. Donc c'est pas, en soi, c'est pas non plus la première fois. Maintenant, c'est Donald Trump. Toujours, il le fait avec beaucoup de communication. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Mais pour moi, ça s'inscrit presque plus dans cette histoire américaine d'interférence avec l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Votre histoire familiale dont parlait Mon père travaillait sur cette zone il avait un boulot à une époque un peu comme mon ami Vincent, et il travaillait sur cette partie du monde. Voilà, d'accord. Donc on a surtout sur Cuba, il ne faut pas oublier effectivement, comme disait Vincent, cette combat contre le communisme qui est un combat de longue durée dans cette partie du monde pour les Américains, et du coup pour un certain nombre de politiques aussi, Marco Rubio, Ted Cruz, de côté des républicains. Et ce qui est très intéressant, Magali, c'est qu'il y a forcément un consensus quasi général sur la lutte contre les cartels. Enfin, je veux dire, je vais vous montrer tout à l'heure un extrait d'un sujet qu'avait tourné Thomas Misraki, qui est quand même sidérant. Donc, en Colombie, pour le coup, là, il l'avait tourné en Colombie, parce que là, on fabrique la cocaïne. Mais il y a forcément un consensus là-dessus, bien évidemment. Et en fait, Donald Trump, de façon, j'allais dire, quasi simpliste, s'appuie sur ces consensus-là pour dérouler ses plans, finalement. Oui, alors il y a une forme de contradiction, parce que pendant la campagne, Trump a quand même promis aux Américains qu'il n'y aurait pas d'autres guerres, en fait. Absolument. Qu'il n'y aurait plus les États-Unis, gendarmes du monde, qui mènent des guerres aux quatre coins du monde, c'était terminé. Mais en même
même temps, il leur a promis la sécurité de la frontière et il a fait des cartels, de la lutte contre la drogue, aussi le cœur de sa politique. D'ailleurs, le 20 janvier, quand il arrive au pouvoir, Trump, qu'est-ce qu'il fait dans les premiers décrets qu'il signe? C'est justement de désigner les cartels comme organisation terroriste étrangère. Donc son électorat, je pense que quand il voit ces images de bateaux pulvérisés avec de la drogue qui est dépeinte comme se déversant sur les États-Unis, il nous protège en fait. En fait, il se dit voilà, il protège. Mais là, ce qui est compliqué, ce qui va être difficile pour Trump, c'est qu'en fait, ce que cherche Donald Trump, c'est encore une fois à mettre la pression sur ces pays qui sont impliqués dans le trafic de drogue et certainement de faire tomber le régime Maduro. Mais il n'est pas question aujourd'hui dans son esprit d'avoir des troupes qui débarquent, à mon avis, au Venezuela. C'est la stratégie de la pression. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a pas un GI qui va aller sur le territoire. C'est pour ça qu'il y a le porte-avions, le sous-marin, des dizaines d'avions de chasse, ces bombardiers qui longent en effet les côtes pour mettre la pression en misant sur le fait qu'en fait il pourrait y avoir un coup d'État interne en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus cette dimension-là qui est dans l'esprit à mon avis de Donald Trump. Venezuela et Colombie, puisque c'est en Colombie qu'elle est fabriquée cette drogue. On ira au Venezuela tout à l'heure, juste après la pause. Là, je ne vais pas avoir le temps parce qu'on va faire une pause, mais effectivement, notre correspondance nous explique justement dans quel état est la population face à ces actions américaines. Je voudrais d'abord que vous écoutiez ce que dit Donald Trump au sujet du président colombien. C'est très court. Vous avez qualifié le président colombien de trafiquant de drogue? Oui, c'est un trafiquant de drogue. Le président de la Colombie est un trafiquant de drogue. Voilà, donc c'est un trafiquant de drogue, c'est ce qu'il dit à l'instant. Ah oui, c'est ça. Et je voulais vous faire entendre ce que dit le président colombien, lui, à la tribune de l'ONU. C'est un extrait d'un documentaire, d'un reportage qu'avait tourné Thomas Misraki il y a 2 ans. Je vous en ferai écouter un extrait beaucoup plus long tout à l'heure. Là, il nous explique, le président colombien qui arrive à la tribune de l'ONU et qui explique ce qu'il faudrait faire pour essayer de régler ce problème des cartels. Dépassé par la puissance financière et militaire des narcotrafiquants, le président colombien propose une solution radicale. Il l'annonce devant une assemblée générale de l'ONU médusée. Il veut légaliser la cocaïne. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour l'humanité? La cocaïne, le charbon ou le pétrole? Bertrand Galichet, c'est assez édifiant, c'est vrai, et on comprend la réaction de Donald Trump qui dit de toute façon cet homme-là est un trafiquant de drogue éhonté, et voilà. Là, il donne des bâtons pour se faire battre, évidemment, et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur le message envoyé par Donald Trump à son électorat, c'est même transpartisan parce qu'il y a un certain nombre de démocrates qui voient ces actions spectaculaires contre les trafiquants de drogue réels ou supposés avec bonheur parce qu'ils se disent, au fond, qu'on soit dans le camp démocrate ou dans le camp républicain, on n'a pas envie de voir les rues de nos villes envahies par des dealers et par des gens qui sont en danger de mort ou dans un état épouvantable à cause de la drogue, d'où qu'elle vienne. Donc ça, c'est un premier point. Le président colombien, vous savez, il a dit aussi des choses plus radicales. Il a rappelé que la CIA il a accusé la CIA de mener des exécutions extrajudiciaires. Donc ça, c'était beaucoup plus récent. Et donc le ton est monté très vite avec Donald Trump sur ce sujet, en sachant que quand même, Trump, il a dans son viseur aussi Gustavo Petro, en raison de son passé, parce que Gustavo Petro est un ancien militant du M19, qui est une organisation armée, communiste, qui a combattu pendant des années et qui s'est transformé finalement en mouvement politique auquel a adhéré Gustavo Petro, le président colombien. Alors on va revenir là-dessus, on continue notre discussion. On va partir donc en Colombie avec cet extrait de reportage. Vous allez voir un homme qui fabrique de la cocaïne et ça fait vivre sa famille, et il explique en fait à Thomas comment il fait et pourquoi il fait ça. C'est assez édifiant. Et puis on ira bien entendu du côté du Venezuela et de la Colombie pour retrouver notre correspondante là-bas qui va nous expliquer comment la population vit tout cela. Tout de suite.
La suite du grand dossier, toujours en direct évidemment. Dans un instant, on part en Colombie et au Venezuela pour retrouver Diana Valderrama qui nous attend là-bas. D'abord, l'essentiel de l'info de ce jour avec l'Assemblée nationale qui rejette très largement en première lecture le gel du barème de l'impôt sur le revenu, mesure proposée par le gouvernement qui aurait conduit 200 000 foyers supplémentaires à payer cet impôt et rapporter 2 milliards d'euros de recettes à l'État dans le cadre du budget 2026. Les débats se poursuivent encore ce soir avec la fameuse taxe Zuckman qui devrait être débattue dans les heures à venir. Donald Trump est donc parti pour une tournée en Asie, d'abord en Malaisie pour participer au sommet de l'Asian et puis il devrait rencontrer le président brésilien Lula. Il ira aussi au Japon, en Corée du Sud, tournée importante puisque c'est la première pour lui dans la région depuis son retour à la Maison Blanche. Il va rencontrer également le Chinois Xi Jinping et il a laissé la porte ouverte à une rencontre avec Kim Jong-un, le Nord-Coréen. Et puis les Ivoiriens qui commencent à voter pour désigner leur président. Il y a 5 candidats en lice, dont le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, qui est au pouvoir depuis 2011. Il y a près de 9 millions d'électeurs qui vont donc devoir se choisir un chef. Alassane Ouattara, très largement favori dans ce pays, premier producteur mondial de cacao. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Et puis donc, ce qui nous préoccupe, et cette question que l'on se pose depuis tout à l'heure, Donald Trump est-il en train de s'inventer une guerre? En première partie, on évoquait le fait qu'il avait déployé les grands moyens et l'armée. Brandon Warren viendra nous faire le détail dans un instant. Allons déjà à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour vous retrouver Diana Valderrama. Racontez-nous un peu l'ambiance de ces opérations et de la pression maximale que mettent les Américains sur le pays. Alors oui, bonjour. Je suis à quelques minutes de la frontière du Venezuela où on vient de rentrer et de sortir sans aucun problème en tant que journaliste. Au contraire, il y a un sentiment, il y a beaucoup de gens qui nous appellent en tant que presse étrangère pour venir raconter ce qui se passe en ce moment dans le pays. Il y a bien évidemment 2 versions, celle du régime Maduro qui dit que c'est un viol total à la souveraineté du Venezuela de la part des États-Unis, qui parle d'une volonté d'envahir le pays par les États-Unis pour pouvoir s'approprier des ressources pétrolières. Mais il y a une version que vous ne verrez jamais dans les médias de communication qui sont contrôlés par le régime Maduro, celle de l'opposition du Venezuela, celle des citoyens qui sont assez contents de ces attaques, malgré la violence qu'ils puissent avoir. Ils sont assez contents parce qu'ils le voient comme un premier pas avant que les États-Unis viennent carrément chercher le président Maduro à la maison présidentielle pour enfin finir avec cette dictature qui existe depuis déjà plus de 20 ans. Donc voilà pour les 2 versions au Venezuela, celle des citoyens que vous ne verrez jamais dans les médias de communication. Un grand merci à Diana, c'est hyper intéressant ce qu'elle explique. Et d'ailleurs, elle le dit, ils veulent qu'il aille chercher Maduro physiquement, directement au palais présidentiel. Il peut craindre pour sa vie, Nicolas Maduro, de votre avis ? Oui, tout à fait. Oui, il peut craindre pour sa vie. Il ne faut pas oublier le poids très important de l'opposition au Venezuela. D'ailleurs, le prix Nobel de la paix 2025 s'appelle Maria Corina Machado et qui est la figure la plus représentative de l'opposition vénézuélienne. Il faut bien avoir en tête que Maduro bourre les urnes en permanence, inverse les résultats des élections, que la dernière présidentielle, elle a été gagnée par l'opposition. Oui. Et en fait, il a inversé les chiffres, mis les opposants en prison, obligé donc la prix Nobel à ne plus se présenter, à se cacher. Notre correspondante, elle a raison. Qui va aller pleurer Maduro? Il y a une grande partie des Vénézuéliens qui veulent le départ de Maduro, qui est quand même un dirigeant qui a, malgré toutes les richesses pétrolières de ce pays, aujourd'hui, le Venezuela est un pays en ruine parce que... Première réserve pétrolière au monde, au-delà des États du Moyen-Orient, etc. Alors, sauf qu'il a licencié tout le monde. Aujourd'hui, les infrastructures pétrolières ne fonctionnent plus. Le pétrole ne sort plus. Il a chassé toutes les entreprises étrangères. C'est un pays qui est ruiné malgré les richesses de son sous-sol. C'est un pays dans lequel les opposants sont en prison parce que Maduro, dans la suite de Chavez, a décidé d'instaurer une véritable dictature. Donc oui, il peut avoir peur pour sa vie. Et d'après ce que l'on sait, il est d'ailleurs tétanisé, se cache dans un bunker toute la nuit par crainte qu'on vienne le chercher. Et des cartels qui s'effondreraient, Elisabeth, c'est un pays qui
économiquement, je veux dire, s'effondrerait ou pas? Parce que ça tient l'économie du pays. À une époque, ce qui tenait l'économie, c'est, comme disait Magali, tout ce qui est pétrole. Mais il faut dire, il y a 7 millions de personnes en exode du Venezuela. Parce que, oui, aujourd'hui, ça tient plus ou moins sur la drogue, mais c'est un pays qui était plutôt riche, avec une classe moyenne et une classe aisée, avec des entreprises et tout, et qui aujourd'hui ne fonctionne plus de la même façon. Donc il y a beaucoup de monde qui cherche à ce qu'ils partent, et il ne faut pas oublier quand même que je pense que eux en Amérique du Sud, on se souvient que les Américains ne sont pas à leur premier dictateur à le mettre en prison ou à chasser. Donc je pense qu'il y a un certain espoir de ce côté-là. Et puis peut-être qu'effectivement les moyens militaires déployés, les très gros moyens militaires déployés sont faits aussi pour ça. Je parlais de vous, Brandon Warrett, tout à l'heure. Merci de nous avoir rejoints, parce qu'effectivement, on a évoqué le porte-avions qu'on voit derrière vous. Pas uniquement. Hein. Il faut dire que c'est l'armée américaine qui a été chargée d'aller tenter de régler ce problème des cartels. Il y a tout simplement une intensité qui monte d'un cran, effectivement, hein, Bénédicte. Hein, et les États-Unis qui ont annoncé, vous l'avez dit, le déploiement, ordonné même le déploiement du plus grand navire de guerre au monde. Vous le voyez, ce porte-avions, son nom l'USS Gerald Ford, du nom de l'ancien président des États-Unis, livré en 2015. On parle quand même de caractéristiques techniques impressionnantes, à propulsion nucléaire, 333 mètres de long, et qui peut transporter jusqu'à 75 avions au total. L'objectif, c'est de prêter main forte à Washington en mer des Caraïbes. Alors le Pentagone qui précise ceci sur X, un déploiement pour améliorer les capacités des États-Unis à détecter, surveiller et perturber les acteurs et activités illicites. Alors il faut savoir que ces dernières semaines, il y a déjà des moyens importants engagés. Vous l'avez dit, hein, Bénédicte, on parle de 4500 Marines depuis la fin août. J.D. Vance l'avait indiqué, notamment le vice-président. Et puis quelques jours, notamment, on a vu aussi ces soldats américains en train de se préparer à l'entraînement, notamment au Canada. Alors, on apprend aussi cette semaine, selon la presse américaine, vous voyez cet article de nos confrères de l'agence AP, que Washington aurait fait voler donc des bombardiers supersoniques, des fameux B-1. Vous allez les voir sur ces images juste à côté, ici, avec ces images prétexte de l'armée américaine. Information totalement démentie ce jeudi face aux journalistes par Donald Trump. Il y a d'autres moyens engagés dans les airs. Vous avez ces F-35 au nombre de 10 et notamment d'autres navires. Tout cela en mer des Caraïbes. L'objectif, il est le même. Et vous allez voir sur ces images, notamment parce qu'il y a des activités américaines qui se poursuivent le 21 octobre dans le Pacifique contre ces bateaux, ces cartels selon l'armée américaine. Le 17 octobre, encore notamment également. Et puis, l'objectif de la part de Donald Trump, c'est de s'en prendre au Venezuela, qui est complice ou l'organisateur de l'un des principaux cartels. Alors on s'affranchit des lois internationales. Pour Donald Trump, on n'apporte aucune preuve de cette information, avec un bilan extrêmement lourd des opérations menées par Washington depuis le mois de septembre. Regardez, 10 attaques américaines connues et un bilan extrêmement fort. Au moins 43 morts. Oui, au moins. On peut dire au moins, effectivement, parce qu'il est compliqué, bien entendu, de faire un décompte. Merci beaucoup, Brandon. On va aller à Washington retrouver Mathieu Derrien. Ce qui nous intéresse, on entendait tout à l'heure Mathieu, notre correspondante en Colombie, au Venezuela, qui nous disait la population, en fait, elle ne le dira jamais, mais elle est archi soulagée. Que dit la presse américaine sur ces opérations-là ? Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que cette annonce, elle suscite davantage de questions que de véritables commentaires dans la presse américaine. Par exemple, le Washington Post, qu'on pourrait qualifier de journal de centre-gauche, s'interroge sur les motivations réelles de la Maison-Blanche. Est-ce qu'une telle escalade de moyens militaires vise vraiment à lutter contre le trafic de drogue, ou se dirige-t-on vers une intervention armée contre le régime de Nicolás Maduro? Le Washington Post rappelle qu'il y a déjà de nombreux soldats et marins en poste dans la région, près de 4500. Et les journalistes rappellent aussi une critique qu'on a beaucoup entendue depuis que la Maison-Blanche s'est mise à faire exploser ces bateaux de trafiquants présumés. Cette critique, c'est que ce n'est peut-être tout simplement pas à l'armée américaine de lutter contre des organisations criminelles. Pour le Washington Post, ces frappes mortelles se font dans la plus pure illégalité, sans décision de justice et a fortiori sans déclaration de guerre en bonne et due forme. Du côté du Wall Street Journal, qui est beaucoup plus conservateur, on soupçonne aussi que l'arrivée de ce porte-avions dans les Caraïbes soit davantage un message
davantage à l'encontre du régime Maduro qu'une véritable arme anti-trafic de drogue. Et déjà ce matin, dans le Wall Street Journal, un avertissement pour la Maison-Blanche. Attention, si l'objectif est de faire chuter Maduro, attention à ne pas laisser le Venezuela dans une situation similaire à la Libye post-Kadhafi, c'est-à-dire une situation de chaos politique total qui, dans ce cas, pourrait nuire aux États-Unis qui sont situés à seulement 3 heures d'avion. Enfin, pour conclure, toujours le Wall Street Journal qui rappelle qu'une fois que l'USS Gerald Ford sera en poste dans les Caraïbes, eh bien, il n'y aura plus de porte-avions américains de l'autre côté de l'Atlantique, à proximité de l'Europe et du Proche-Orient. Et c'est peut-être un nouveau signe envoyé par l'administration Trump que les Européens ne peuvent plus autant se reposer sur l'allié américain qu'auparavant. Merci beaucoup Mathieu Derrien pour cette revue de presse évidemment extrêmement intéressante. Amiral, je me tourne vers vous. Il y a effectivement la question du porte-avions qui était jusqu'à présent en Méditerranée, d'après ce que j'ai compris, qui est en train de partir en direction de la mer des Caraïbes. Et il y a la question, ce que j'allais vous poser à l'origine, c'est la question des moyens. Mobiliser un porte-avions, c'est pas uniquement mobiliser un gros bateau, c'est mobiliser un groupe aéronaval, donc avec des sous-marins, des frégates, des avions, etc. Est-ce que honnêtement, j'avais une invitée tout à l'heure qui disait que ce serait comme écraser une mouche avec un éléphant? Non, alors il faut savoir que les Américains qui ont une douzaine de porte-avions, le Ford, c'est pas 75 avions, c'est 90. 75, ils sont confortables à l'intérieur, peuvent manœuvrer dans les ascenseurs, c'est 400 pilotes, et c'est plus que le contrat opérationnel de notre armée de l'air et de l'espace qui est la première en Europe. Il faut avoir 100 têtes, hein, avec des F-18, des F-35, des Hawkeye, etc. 90 avions à bord. Quand ils sont bourrés, là. Le Charles de Gaulle, c'est quoi? C'est 20... 40, on est bien à 35, et 90, ils sont bien à 75, ça veut dire qu'ils ont la place pour réparer, pour faire les mouvements. Il y a ça, mais aussi il y a 2 sous-marins nucléaires d'attaque, des frégates, tous équipés de Tomahawk, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de Tomahawk. Bien sûr. Et une bulle à environ 2000 km de rayon dans laquelle on connaît tout. Ça, c'est un porte-avions. Les Américains déploient des porte-avions des 2 côtés Atlantique et Pacifique. Les porte-avions ont des déploiements de l'ordre de 6 mois et un cycle d'entraînement qui fait que en permanence, il y a 1 ou 2 groupes. Donc, ils sont capables de monter en puissance rapidement, et c'est l'intérêt, et de redéployer, car il n'y a pas que ce Ford dans la marine américaine. Je crois que ça, c'est le point important. Mais pardonnez-moi juste une question. Quand on déploie un porte-avions comme ça, il faut faire voler les pilotes. Ah ben, il faut qu'ils volent tous les jours. Ils volent sans arrêt. Oui. Garder leur qualification, etc. Je suis un ancien commandant de porte-avions de force aéronavale. Dès qu'on apparaît, il y a des avions en l'air, en permanence. Et alors là, pardonnez-moi si je suis peut-être complètement naïve, mais concrètement, ils font quoi les avions là en fait? Ils font des ronds dans le ciel pour essayer de surveiller les... Ça coûte j'allais dire un pognon de dingue aux contribuables américains. On est en plein shutdown, ma question elle est là aussi. Dans le shutdown, quand on ne sert pas l'armée américaine, comme vous avez entendu Trump. Non, les avions là, ils sont pour montrer leur capacité. Donc ils ont en permanence des avions en l'air qui font de la surveillance. Il y a des avions de surveillance, il y a des avions de guet, les petits AWACS qu'on appelle les Hawkeye, et ils peuvent très bien s'entraîner soit avec d'autres marines françaises par exemple ou la marine britannique ou la marine néerlandaise, et faire des simulacres d'attaque. Un porte-avions, c'est en permanence des avions en l'air, H24. Voilà. D'accord. Là, c'est... Quand il est en mer, il n'y a pas de porte-avions. Et là, par exemple, puisqu'on parle de la mer des Caraïbes, il y a des îles françaises, Caraïbes, on ne va pas l'apprendre à nos téléspectateurs. Ça veut dire qu'il y a aussi des exercices conjoints et des exercices notamment de lutte contre la drogue avec la Marine nationale française. Un petit peu d'histoire, si vous me laissez 3 minutes. Allez-y. C'est moi qui ai mis en place en 98 le premier officier français à Key West, dans la Combine, l'agence interministérielle qui regroupe tous les moyens américains de lutte contre la drogue, et il y a les Néerlandais, les Britanniques et d'autres pays. Mais les plus actifs sont les Néerlandais et les Britanniques. Donc, de cette période, on partage le renseignement et on participe à des activités. Alors, pas tout le temps, parce qu'on est moins présent que les Britanniques et les Néerlandais. Mais on participe à ces activités en permanence. Et bien sûr, cette lutte contre la drogue, si la marine française a pris 50 tonnes de cocaïne l'an dernier, ce qui est énorme. Dont la plupart vient de la zone Caraïbe, c'est également grâce à ce renseignement interallié, etc. La seule différence, et on le voit dans les photos, c'est que on n'explose pas les bateaux. On n'élimine pas les bateaux. Alors, on a des tireurs d'élite, ça va vous faire sourire, qui essaient de tirer dans les moteurs pour arrêter le... D'accord. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... Okay. Tandis que les Américains, boum, à la grosse boum, chaleur et lumière. Les autres aussi.
Chaleur et lumière. C'est pas très à l'honneur de l'US Navy. Nous, quand les douanes françaises arraisonnent des bateaux en Méditerranée, des bateaux suspects, il y a contact physique, il y a arraisonnement, il y a risque physique de la part des douaniers, des équipes des douanes, et c'est beaucoup plus à l'honneur, je pense, d'un pays civilisé. Alors, oui, allez-y Bertrand. Non, simplement, la question qui se pose après toute cette description très précise, c'est au fond, tout ça, pourquoi faire? Et c'est un déploiement de force qui paraît effectivement complètement disproportionné par rapport aux cibles qui sont au moins annoncées, c'est-à-dire ces petits bateaux qu'on pourrait effectivement arrêter avec d'autres moyens qui viennent d'être évoqués. Mais ce déploiement de force que vous appelez chez les militaires une sorte de gesticulation, au fond, c'est-à-dire on montre ses muscles. Et là, on ne dit pas pourquoi faire. Mais est-ce que le risque, ça n'est pas pour le Venezuela que Maduro utilise au fond cette menace réelle ou supposée pour essayer de se rallier la population? Et puis un dernier mot quand même sur la comparaison qui a été faite par la presse américaine tout à l'heure sur la Libye et effectivement le risque de chaos. Et en fait, ça n'est pas le cas parce que l'opposition, même si elle est complètement étouffée et matraquée au Venezuela, elle existe. Elle a des leaders qui sont réduits au silence, mais elle est quasiment en ordre de marche le jour où elle sortira des prisons. Elle a un programme politique qui est de rompre avec le chavisme et avec l'expérience désastreuse de Maduro. Je rappelle quand même que le Venezuela, c'était, malgré les inégalités sociales, quand même considéré avant Chavez comme la Suisse de l'Amérique latine. Et donc aujourd'hui, c'est un pays qui est complètement détruit, complètement ruiné par ces années de communisme et de gestion absolument désastreuse, avec 300 milliards de barils de pétrole de réserve prouvés. Donc c'est une absurdité totale. C'est un pays qui est potentiellement extrêmement riche. Je vous donne la parole dans une seconde, je voudrais juste qu'on regarde, parce qu'après on va faire de la géopolitique, parce qu'évidemment, il faut regarder aussi peut-être l'étage d'après, et tous les regards se tournent vers la Chine. On va vous expliquer ça dans un instant. Je voudrais quand même que vous montrez cet extrait du reportage qu'avait tourné donc Thomas Misraki, c'était il y a 2 ans. Il était allé, donc je vous ai mis un petit extrait tout à l'heure avec le président colombien. Son reportage, il dure 8-9 minutes, vous pouvez le retrouver sur Internet, il est passionnant, il avait été diffusé aux 20h. Et là, on vous a isolé juste une séquence où Thomas a fait toutes les étapes de la fabrication de la cocaïne. Donc la séquence précédente, il est avec les cueilleurs de feuilles de coca qui fabriquent une pâte de coca, comme ça que ça s'appelle. Et là, il arrive donc chez l'homme qui va fabriquer la poudre de cocaïne. Regardez. Restez discret. L'obsession des narcotrafiquants. Vu de l'extérieur, cette petite cabane passe inaperçue. Nous sommes dans un autre lieu tenu secret. C'est ici qu'Hernando vient fabriquer de la cocaïne dans ce qu'il appelle sa cuisine. On vient de lui livrer de la pâte de coca. Il la pèse, puis la chauffe avec ce simple four à micro-ondes. L'acétone. Acétone, acide sulfurique, soude caustique. La suite, c'est une succession de réactions chimiques pour fabriquer la drogue. Des produits très dangereux pour la santé, maniés sans aucune protection. Le chimiste connaît les dosages par cœur. Ce jour-là, il prépare 3 kilos en quelques heures. Une fois séchée, la poudre est pesée, puis emballée. Salaire, 10 € par jour, juste assez pour faire vivre sa famille. 10 € par jour, 4 kilos de drogue, de cocaïne. Alors je crois que le kilo doit se vendre aux alentours de 80 000 € en Europe. Donc c'est pour expliquer l'économie de ce produit-là. Est-ce que, parce qu'on pose la question depuis tout à l'heure sur l'économie que ça produit, ça fait vivre en fait effectivement énormément de familles. Est-ce que Donald Trump, de votre point de vue, est capable, Elisabeth, de mater ces cartels ou pas? Parce que la guerre des cartels, c'est vieux comme le monde. La guerre des cartels, on se souvient de la guerre de Reagan, bien sûr, la guerre contre les cartels. Aujourd'hui, alors, je comprends vouloir, la gesticulation dont vous parlez, ça peut faire peur à un régime, peut-être les cartels.
ça ne fonctionne pas comme un État. Et c'est ça aussi le problème. On se souvient de la Colombie, du Mexique. Combien de missions, de forces spéciales est-ce que les Américains ont investi pour aller aider les Américains à combattre les cartels sans que ça aboutissent à la fin des cartels. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir comment Gerald Ford, même s'il est certainement très efficace pour détruire un certain nombre de choses, va arriver au bout des cartels qui ne sont pas simplement au Venezuela en plus. Donc, c'est un problème en Amérique du Sud et Amérique latine qui dépasse ça, notamment parce que ça fait vivre un certain nombre d'économies. Alors, il y a évidemment autre chose derrière, et on le dit depuis tout à l'heure, il y a des enjeux qui sont politiques et géopolitiques évidents. En regardant un petit peu et en préparant cette émission, je suis tombée sur ce que dit un chercheur dans le journal La Dépêche. Ce chercheur, qu'est-ce qu'il nous dit, ce chercheur? Il nous dit: le problème de drogue des États-Unis ne vient pas du Venezuela et de Washington, qui a toujours su trouver des justifications à ses interventions. Au XXe siècle, dit Cyril Brett, c'était les plantations de bananes. Pendant la guerre froide, c'était la lutte contre le communisme. Derrière ces discours, les véritables raisons sont souvent économiques ou stratégiques. La question de la drogue n'est que la dernière version d'un vieux scénario. Ça nous fait comme un vieux Roland de guerre froide, en fait. Complètement. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un retour en arrière et des États-Unis, finalement, qui rêvent de réinstaurer, en fait, leur influence totale dans ce qu'ils ont toujours considéré comme leur arrière-cour, en fait. Et c'est vrai que Donald Trump, il est vraiment dans cette dimension-là, cette espèce de partage du monde entre les grands empires, la Russie, la Chine, et à lui, finalement, tout le continent américain. C'est pour ça qu'on a parlé du Groenland, du Canada, aujourd'hui de l'Amérique du Sud. Et c'est vrai que Donald Trump, il a ce partage du monde certainement en tête. Il a aussi, évidemment, dans le viseur, les immenses réserves pétrolières, évidemment, du Venezuela. Et il sait à quel point tout ça peut être utile. Et puis, surtout, il a en plus l'idée qu'il faut lutter contre l'influence de la Chine, qui ces 20 dernières années n'a cessé de grandir, de monter en influence justement dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, en devenant le premier partenaire commercial de beaucoup de ces pays-là. Donc il y a cette idée aussi de contrer l'influence chinoise en reprenant pied au Venezuela, peut-être demain. Alors, dans ce même papier où s'exprime cet expert Cyril Brett, il dit autre chose aussi qui est intéressant de mon point de vue, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit qu'il faut qu'il fasse attention aux ambitions démesurées, Donald Trump. Il dit très précisément: Trump a tendance à surestimer la puissance américaine et à sous-estimer la résilience de ses adversaires. Le président américain manque de réalisme face à la ténacité des dictatures qu'il affronte. Il a déjà commis cette erreur pendant son premier mandat, en croyant pouvoir maîtriser la Corée du Nord. Malgré plusieurs sommets très médiatisés, il n'a rien obtenu de Kim Jong-un, ce qui n'est pas faux du tout. Oui, et d'ailleurs, les prochaines rencontres qui peuvent ou qui n'auront pas lieu, on ne sait pas, avec Kim Jong-un ou avec Poutine, d'ailleurs, pour revenir sur le dossier ukrainien, ne présente pas de possibilité évidente d'avancer sur ces dossiers, de même que la rencontre avec le président chinois qui va arriver. Donc tout ça, c'est quand même une diplomatie d'affichage qui ne permet pas tellement d'aller très loin. En ce qui concerne le Venezuela, penser qu'il pourra faire basculer le régime de Maduro simplement parce qu'il met un porte-avions, même avec des moyens très importants, au large des côtes vénézuéliennes, c'est un peu, je dirais, naïf, ou en tout cas, c'est une vision très optimiste de la géopolitique et qui n'est pas précisément réelle politique. Même si l'opposition vénézuélienne, comme vous le disiez, est assez vivace. Oui, mais c'est vraiment un régime extrêmement féroce. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas, quand on est opposant, et ça fait partie d'une majorité, je dirais, probablement, même si les élections ne permettent pas de le savoir, de la population vénézuélienne qui est opposée à Maduro et qui n'en peut plus de ce régime qui ruine le pays, mais elle n'a pas pour l'instant les moyens. Il y a eu des tentatives de coup d'État contre Maduro qui n'ont pas fonctionné. Et donc, avec ou sans d'ailleurs les moyens de la CIA, mais en tout cas, c'est extrêmement difficile de venir à bout d'un pouvoir comme celui-là, surtout s'il bénéficie, je le dis au conditionnel, mais c'est quand même pas complètement improbable, de l'argent de la drogue. Donc c'est
aussi une assurance vie pour ce régime. Bien sûr. Et en Colombie, c'est la même chose, parce qu'on n'a pas parlé de l'opposition colombienne. Alors c'est autre chose. La Colombie, c'est pas du tout le même régime. Ça n'est pas un régime aussi autoritaire. Je parlais tout à l'heure du président qui a été effectivement un ancien partisan de la guérilla M19, mais qui s'est inscrit depuis dans une tradition démocratique. Ensuite, ses succès ou ses absences de succès contre les cartels de la drogue sont beaucoup moins évidents. Il y a de toute façon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une quasi-impossibilité à venir à bout complètement de cette industrie, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est pas avec même une volonté politique ne suffira pas pour venir à bout d'une industrie qui rapporte des milliards et des milliards de dollars. Juste pour rajouter sur la Colombie en comparaison, il ne faut pas oublier que la Colombie, les sanctions américaines se sont accompagnées aussi d'une coupe dans les aides que les Américains fournissaient à la Colombie. La Colombie n'a pas le même rapport aux États-Unis que le Venezuela. Donc c'est quand même deux cas de figure. Oui, c'est ça, c'est deux sujets différents. Et il ne faut pas oublier le Pérou et l'Équateur, qui sont les deux grandes puissances montantes donc de trafic de cocaïne. Et apparemment, ça sort un petit peu du viseur américain. Je voulais revenir un petit peu sur la Chine. Alors, on va y revenir juste après la pause. Parce que vous voyez, je regarde, il est 17h44, et je voulais parler de la Chine juste après la pause de 45. Parfait, on fait ça ? Allez, on revient dans quelques instants. Allez, c'est la dernière partie du grand dossier. On est toujours en direct. Évidemment, on évoquait le business de la drogue en Amérique du Sud et Amérique centrale notamment. Il y a la drogue, mais il y a le pétrole aussi. C'est là qu'on peut effectivement évoquer la Chine, qui est en filigrane de cette émission depuis le début. Pourquoi ? Tout simplement parce que, Magali, la Chine, effectivement, met la main sur ce continent depuis des années maintenant, comme elle avait pu le faire sur l'Afrique d'ailleurs. Et met la main sur le pétrole vénézuélien aussi. Et c'est évidemment de remettre le Venezuela dans le viseur des États-Unis. C'est une façon aussi de couper cet approvisionnement potentiellement à la Chine au moment où quand même pour Donald Trump les planètes s'alignent, parce que il a mis des sanctions sur les grandes pétrolières russes pour essayer de dissuader la Russie et empêcher la Russie de s'approvisionner en Russie, et il va le voir le président chinois la semaine prochaine, dans quelques jours. Donc, et c'est vrai qu'il est dans cette négociation commerciale avec la Chine, et il met la pression à travers ce pétrole vénézuélien, évidemment, sur la Chine. Le début de la présidence de Donald Trump commence, rappelons-nous aussi, avec Panama. Là aussi, l'idée, en reprenant le contrôle, c'est d'expulser, de pousser les entreprises chinoises à quitter le pays. Donc cette obsession de la Chine, elle est là depuis le début. Elle n'est pas nouvelle, d'ailleurs, du côté des administrations américaines. Mais là, on sent que Donald Trump veut lutter contre cette influence grandissante de la Chine qui, progressivement, est en train de prendre le premier pas vis-à-vis des États-Unis, qui jusque-là jouaient à domicile pratiquement. D'aucuns disent d'ailleurs, Vincent, puisque vous vouliez évoquer la Chine, d'aucuns disent qu'il serait même capable éventuellement, Donald Trump, pour donner des garanties à Xi Jinping, d'aller faire une petite incartade du côté de Taïwan, et que ça ne serait pas dramatique. Oui, c'est possible. Il est possible que les Taïwanais, effectivement, soient les victimes de cette affaire à un moment ou à un autre. Mais pour revenir à la Chine et au Venezuela, 84% du pétrole vénézuélien exporté part vers la Chine. C'est considérable. Donc le marché pétrolier vénézuélien est totalement captif de la Chine. Et pas seulement de la Chine, il y a énormément de bricolage autour de la flotte fantôme russe, où du pétrole soi-disant vénézuélien sera en fait du pétrole russe, qui serait déjà chargé, qui passerait au large des côtes vénézuéliennes et qui repartirait estampillé pétrole vénézuélien. Parce que le pétrole vénézuélien, il y en a une énorme partie qui n'est pas extrait. Ils ont des grosses difficultés d'extraction. Pourquoi ? Parce que c'est du sous-sol bitumineux, donc extrêmement difficile à exploiter. C'est 18% des réserves mondiales avérées de pétrole au monde, 300 milliards de barils. Imaginez le pot de confiture que cela représente, ce qui, à mon avis, est l'objectif non avoué de Trump, parce que c'est à 2-3 jours de navigation des côtes texanes, de la Louisiane ou de la Floride. Donc vraiment, pour eux, c'est un pot de confiture considérable. Mais est-ce que, Elisabeth, est-ce que Xi Jinping, si on se place de son point de vue, peut
puisqu'ils se rencontrent là dans quelques jours, tordre le bras de Donald Trump et le forcer à plier justement sur ses ambitions sur l'Amérique latine? Ça, j'y crois pas du tout. On l'a vu. Parce qu'il ne va pas se laisser faire sur le pétrole vénézuélien. Je pense qu'il trouvera peut-être un compromis, mais moi je pense que la question, peut-être en dehors des Amériques, peut se poser, mais vraiment cette question de l'environnement immédiat des États-Unis et la question de la Chine est une véritable question même de sécurité nationale. On se rappelle de ces sociétés qui contrôlaient les deux côtés du canal de Panama. Ça va être très difficile de le faire plier sur les questions de son environnement et sa région d'influence, son sphère d'influence dans les Amériques. Vous êtes d'accord avec ça, Bertrand Gallichet? Parce que quand il va aller voir Xi Jinping, Donald Trump, il va arriver en lui disant, alors voilà, sur les importations de pétrole russe, on arrête et j'ai pris des sanctions, et donc officiellement, la Chine va réduire. On n'a pas parlé de la flotte fantôme, mais effectivement, c'est toujours en filigrane de tout ça. Donc il y a ça. Deuxièmement, le pétrole vénézuélien, tu vas t'écarter de là, puisque le Venezuela, c'est chez moi. On n'imagine pas le président chinois se laisser faire sans broncher. Sur le pétrole russe, il peut y avoir un gentleman's agreement, parce que effectivement, les Chinois peuvent dire effectivement, on va pas mettre de l'huile sur le feu et on va te laisser appliquer tes sanctions et essayer de forcer Poutine à changer d'attitude. Et puis d'ailleurs, ce qui n'empêchera pas les Chinois de faire exactement ce qu'ils veulent, avec notamment la flotte fantôme et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des pétroliers qui feront un tour au Venezuela puis qui repartiront éventuellement servir les pompes à essence chinoises ou les raffineries chinoises. Mais en ce qui concerne le Venezuela, c'est une autre affaire, parce que en effet, c'est l'arrière-cour quand même des États-Unis, en tout cas dans la tête de Trump, c'est ça. Et il n'est pas question de toucher non seulement à l'environnement des États-Unis, mais aussi à des questions dont Trump considère qu'il s'agit de la souveraineté des États-Unis. Et c'est pour ça que je pense que là-dessus, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de discussion. En revanche, il peut y avoir un avertissement de la part de Trump à Xi Jinping pour lui dire ça, c'est quand même tout près de chez moi, et même s'il y a des intérêts économiques importants, on te laisse faire ce que tu veux en Afrique ou ailleurs, ou en tout cas on peut discuter, mais sur le Venezuela, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de négociation, en tout cas pas de partage du gâteau, parce que aussi si les entreprises chinoises s'implantent massivement au Venezuela, c'est une menace. En tout cas, c'est considéré comme ça par l'administration Trump. Et en ce qui nous concerne, nous, Amiral Coldefi, parce qu'on a des territoires, nous, dans cette zone-là, les Antilles françaises, elles sont à 20 km, ou un peu plus peut-être, mais des côtes du Venezuela notamment. Non, on est un peu loin quand même des côtes du Venezuela, mais la Guyane... On est sous le C de Caracas. Et la partie Guadeloupe... Et puis la Guyane, voilà, juste un peu après Suriname. Antilles-Guyane. Nous, on est concernés, par la drogue, on l'a déjà évoqué, et ça c'est très important, parce que on sait très bien que les flux partent de ces pays-là, Colombie, Venezuela, et qu'ils se dirigent vers l'Europe, maintenant vers l'Afrique. Enfin, on connaît les... Donc on a intérêt à être très coopérants, et on est très coopérants avec les pays qui luttent contre les narcotrafics. Et puis après, on a une politique générale, qui est une politique, j'allais dire, presque pas de go-between, mais il faut que, voilà, on s'entend bien. Avec le Brésil, on a quand même de bons accords, des accords économiques et industriels. Je rappelle que on est en train de construire au Brésil les sous-marins que les Australiens n'ont pas voulu. Voilà. D'ailleurs, Lula, il a réagi sur le dossier américain en disant on n'envahit pas les gens comme ça, et il rencontre Lula après-demain. Oui, non, mais je veux dire, il y a pas mal de pays avec lesquels on a les moyens de mener une politique relativement indépendante. Et puis n'oublions pas le Mexique, dont on a un peu parlé, qui est entre les taux des pays Salvador, Guatemala, etc., avec bien sûr les migrants. Donc une position médiane qui, pour moi, puisque j'y vais de temps en temps, est assez bien vue au plan régional. Et au plan américain aussi ? Alors, au plan américain, où on n'existe pas. Tant qu'on les gêne pas trop, voilà. Ils n'aiment pas qu'on les gêne. Et pour le moment, on est un peu non, on les gêne pas trop. On n'est pas trop. On les gêne davantage dans le Pacifique,
et dans d'autres régions du monde, dans le sous-continent indien, dans toutes ces périodes et au Moyen-Orient, que dans cette zone-là. Bien, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant, il y a plein de choses à se dire. Je voudrais remercier aussi nos correspondants qui étaient avec nous en direct, parce que c'est toujours très précieux, et notamment quand on était à la frontière tout à l'heure avec entre la Colombie et le Venezuela. Merci à tous. Vous avez rendez-vous avec Sylvia Micon, Yves Calvi dans une seconde. Moi, je vous retrouve demain à 15h30 avec grand plaisir.